Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 20 juin 2025. La question des salaires politiques des membres du gouvernement et des présidents d'institutions alimente les conversations dans l'opinion publique. C'est le parti Les Démocrates qui a à nouveau soulevé le sujet en exigeant les précisions au niveau des bénéficiaires de ces salaires. Le député de l'opposition Ouassangari Biosika a d'ailleurs adressé des questions orales avec débat au gouvernement pour en savoir un peu plus. Il a d'ailleurs publié sa propre fiche de paye du mois de juin indiquant un montant mensuel qui avoisine 4 800 000 francs CFA. L'affaire suscite débat, polémique et commentaires. On table ce soir sur cette actualité avec Arimi Choubade. Arimi Choubade, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes journaliste. Merci de vous être montré disponible. En face de vous, Gracien Makoko, il est juriste et écrivain. Gracien Makoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci également pour votre disponibilité. Alors, comment on comprend ce débat lié au salaire des hommes politiques, Arimi Choubade? C'est un débat très vieux. Depuis la conférence nationale, il y avait déjà le débat sur le traitement des acteurs politiques. Parce qu'il y avait une certaine hypocrisie sous le PRPB où on disait que les politiques n'avaient pas de salaire et que c'était des sacrifices et tout. Et puis après, on a découvert qu'il y avait beaucoup de cas de malversation. Et donc, à la conférence nationale, il était question de rompre avec cette hypocrisie et d'assumer. Et le débat a toujours évolué. Je crois finalement, puisque le thème salaire politique, je crois que les acteurs politiques béninois ne voulaient pas assumer le thème salaire politique. Mais ils ont fini par trouver, je crois, ce que je veux dire, un compromis. Et désormais, on parle beaucoup plus d'avantages et d'indemnités. D'accord. Parce qu'on suppose que, bon, ce sont des gens qui ont déjà, qui étaient déjà dans des circuits financiers, des circuits économiques, et qui gagnent leur vie. Surtout, par exemple, quand vous prenez un fonctionnaire qui devient député, est-ce que du jour au lendemain, on change son salaire, puis après, quand il va revenir... Et donc, on a beaucoup plus... ça a tablé beaucoup plus sur le vocable avantage et indemnité. Oui, mais tout résumé, ça revient, je dirais, à la rémunération de ces hommes politiques, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions et autres. Donc, quand vous prenez la structuration, vous voyez que ce sont des primes, primes vestimentaires, primes de logement, primes de déplacement et tout. Et oui, c'est vrai qu'à la fin, on fait un total et ça donne un montant. Voilà, ça donne un montant. D'accord. Mais de façon concrète, on n'avait pas pu légiférer là-dessus. Alors, il y avait des disparités, mais je crois que dans les années 2000, 2001, on a eu des lois qui ont fixé des avantages et indemnités pour les membres des institutions. D'accord. Toutes les institutions. D'accord. Oui, vous avez quelle lecture? Il n'y a que ce sujet, ça revient avec, je dois dire, les questions orales et débats adressés aux membres du gouvernement par le député de l'opposition, Ouassangari. Bon, je pense qu'à l'entame de ce débat, il est important, en tant que citoyen, de féliciter ces députés qui sont auteurs de cette question orale avec le débat, parce que on a fait le constat que les moyens pour assurer le contrôle de l'action gouvernementale sont de moins en moins exploités par les parlementaires depuis un certain nombre d'années. Donc, c'était déjà un grand vide parce que le Parlement a fondamentalement deux rôles, d'accord? C'est voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. On a constaté que le Parlement vote effectivement de lois, mais il y a bien longtemps que l'on a pu quand même assister à de réels contrôles de l'action gouvernementale. La question se posait déjà en ce terme-là. Maintenant, quand on lit un peu le corps de cette question qui a été adressée, moi, j'ai constaté à titre personnel que c'est une avancée notable, mais il y a une sorte d'incohérence dans cette question qui a été posée par ces parlementaires au gouvernement, notamment au niveau du point 1 de cette liste de questions. Parce qu'il est mentionné clairement au point 1 qu'il a été établi. C'est comme si on était au conditionnel, c'est un inconnu qui a informé ces députés auteurs de la question que le président de la République du Bénin percevrait environ 150 millions par mois et que la vice-présidente de la République percevrait 50 millions par mois. Ce que je voudrais faire constater, c'est que si aujourd'hui il y a de mythes ou il y a de mystères autour du salaire, notamment du président de la République ou des
deux éléments de l'exécutif, c'est que nous devons retenir en tant que citoyens que c'est aussi du fait des législateurs. D'accord. C'est aussi du fait des législateurs. Si aujourd'hui un parlementaire se sent obligé d'aller questionner le gouvernement avant de connaître le salaire du président de la République notamment, du vice-président de la République notamment, cela suppose une sorte de carence au niveau de nos lois. D'accord. Pourquoi je le dis? Oui. Parce que lorsque vous lisez l'article 48 de notre Constitution, que ce soit la version ancienne ou la version actuelle, l'article 48 a parlé de quelque chose de très important. Je ne sais pas si l'expression dit que la loi fixe la liste civile du président de la République et du vice-président de la République. Et l'expression liste civile, en réalité, renvoie au salaire, au traitement, aux privilèges et aux indemnités du président de la République, du vice-président de la République. Mais on a constaté que cette même Constitution qui a demandé à l'Assemblée nationale de prendre une loi pour définir les privilèges des membres de l'exécutif, notamment du président de la République et du vice-président, on a constaté que c'est cette même Constitution qui a fait obligation aux parlementaires de prendre une loi pour fixer leurs propres avantages et privilèges. Maintenant, eux, ils ont pris la loi pour définir leurs privilèges, leurs avantages, leurs salaires, tout et tout. Mais pour ce qui est de l'exécutif, ils ne l'ont pas fait. Et des autres institutions, vous ne l'avez pas senti? Au niveau du président de la République notamment, c'est que normalement, ça doit être une loi. Si on veut connaître le salaire du président de la République de Bénin, normalement, c'est-à-dire que c'est on devrait se rendre au journal officiel. C'est une loi qui devrait... Ça veut dire que le travail devrait être fait au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est national, au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez la même appréciation, Rémi Choubadé? Non, il n'y a même pas de vide juridique en la matière. Je crois que c'est à partir de 2016 qu'on a organisé un camouflage de tout ce qui était déjà prévu à l'avance. La loi dit, on a voté les lois pour chaque institution. Mais pour que ça n'aille pas dans tous les sens, le législateur a décidé que toutes les institutions soient alignées sur le gouvernement. D'accord. Et puis qu'il n'y a pas un lien de subordination entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. L'Assemblée ne peut pas se permettre de fixer les salaires des ministres. Donc on dit au chef de l'État, vous fixez les salaires des ministres, mais sachez que toutes les autres institutions sont alignées là-dessus. C'est ce que dit la loi. D'accord. Et donc, mais ça sous-entend également qu'une fois que le gouvernement fixe les salaires, je dirais, des institutions et non, autres... pas des institutions, des ministres. Des ministres, bien entendu. Toutes les autres institutions, selon la loi, toutes les autres institutions s'alignent sur ça. D'accord. Ça sous-entend également que le Parlement devait être au courant. Mais oui, on a dit toutes les institutions. C'est le Parlement qui a décidé que... Voilà. Dès que le président... On a dit, de toutes les façons, les autres membres des institutions ne peuvent pas être traités moins que les ministres. D'accord. Donc, en clair, dans le fonctionnement, il y a quelque part où il y a eu manquement, c'est-à-dire qu'il y a quelque part où les choses n'ont pas évolué. Parce que si un député se sent obligé, n'est-ce pas, de poser ce genre de questions, ça veut dire qu'au niveau de l'Assemblée, ce n'est pas disponible. Non, mais il y a eu pire que ça. La Cour constitutionnelle a interrogé le gouvernement, n'a pas eu de réponse. En 2018, la Cour constitutionnelle a rendu une décision en 2018 pour expliquer clairement qu'elle a interrogé, qu'elle a envoyé au président de l'Assemblée, le président de la République, au ministre des Finances et qui n'a pas eu de réponse. Mais réglementairement, nous avons des tests. Maintenant, ils ne sont pas appliqués, ça c'est un autre problème. Il y a eu régulièrement des décrets du chef d'État pour fixer ce qui devait revenir au ministre et les autres institutions s'allient dessus. C'est ce qui a été toujours fait jusqu'en 2016. Le dernier décret en date, ça date de 2006 que le président Yahi a pris en avril, je crois, pour fixer les salaires des ministres à 1,7 million. Oui, à 1,7 million. D'accord. À 1,7 million. Oui, pour ne pas dire 1,7 million. C'est le même décret qui devait être en vigueur jusqu'à ce jour, parce qu'il n'y a pas eu un autre décret. D'accord. Mais je crois que depuis 2016, ils ont trouvé une autre formule pour contourner avec l'avènement de la loi sur l'embauche, qui permettait de contractualiser les ministres. Donc, ce n'est plus le décret qui les gère. Chaque ministre, donc, c'est un contrat en quelque sorte. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a une disparité entre les ministres. C'est d'ailleurs ça qui a été à la base du recours formulé devant la Cour constitutionnelle. Parce que le citoyen dit, on ne peut pas comprendre que des ministres soient à 8 millions et d'autres à 17 millions. Et que, alors qu'on a dit que tous les citoyens devaient être égaux devant la loi, et a demandé à la Cour, comment appelle-t-on, d'interpeller le gouvernement, parce que le gouvernement aurait viré cette disposition constitutionnelle de rendre tout le monde égaux devant la loi. Alors, donc c'est ça qui a fait que il y a eu et que le débat a commencé en 2018. Mais je vous dis, la Cour constitutionnelle a fait ses instructions judiciaires
n'a pas eu gain de cause. D'accord. Alors, j'espère que le député, il doit connaître déjà le sort qu'il attend. D'accord, on verra. Alors, pourquoi on note, je dirais, cette curiosité au niveau des salaires du président de la République, de la vice-présidente, des autres présidents d'institutions? Pourquoi il y a cette curiosité quand on sait que, bon, tout au moins, les institutions de la République fonctionnent normalement? Non, d'abord, je vais répondre par rapport à ce que l'aîné a dit, parce qu'il a mentionné, effectivement, au niveau des institutions, en général, le Parlement. Quand vous prenez un peu la loi organique sur la Cour constitutionnelle, il est dit quand même que les membres de cette juridiction ont le même traitement que les ministres. Donc, un peu, ces articulations ont été effectuées par ailleurs. Mais ce que je disais tout à l'heure, ça concerne spécifiquement le salaire du président de la République et le salaire du vice-président de la République. Sur ce point-là, c'est mentionné dans la Constitution que ça doit être une loi. Et je voudrais insister ici pour dire que... Et quand on parle de loi, ça relève du Parlement, des parlementaires. C'est bien entendu cela. Le professeur Ibrahim Salami avait fait une production très intéressante, c'est le commentaire des articles de la Constitution, et il a démontré que la définition de la liste civile est une démarche législative. Ça ne révèle pas, ce n'est pas par voie décrétale que le salaire du président de la République et du vice-président de la République doivent être fixés. Et on a constaté que jusqu'à aujourd'hui, le Parlement n'a pas pris cette loi. Et je voudrais vous rappeler que lorsque vous référez à la disposition constitutionnelle à laquelle j'ai fait allusion, et je parle de l'article 48 de la Constitution, l'article a mentionné qu'il faut fixer la liste civile du président de la République, du vice-président de la République, et déterminer également la pension à allouer aux anciens chefs d'État. Et en 2009, l'Assemblée nationale a décidé de couper la disposition en deux. Au lieu de définir la liste civile et en même temps définir ce qui doit être la pension des anciens présidents de la République, l'Assemblée nationale, on ne sait pas pour quelle raison, a divisé cette disposition en deux et s'est occupé uniquement des pensions à allouer aux anciens chefs d'État à travers une loi de 2019. Et cette loi de 2019 a défini... Et le second volet qui doit concerner... le second volet a été consacré au président en exercice. Ce volet-là a été occulté. Et vous allez voir que dans le déroulé, le contenu de la question qui a été adressée par ces députés, vous allez constater avec moi qu'au niveau du point 1, même ces députés ont demandé à ce que le gouvernement leur fasse parvenir le décret qui détermine, je parle de décret, qui détermine le traitement, les avancements et les privilèges du président de la République. Ça voudra dire quoi? Que pour ces parlementaires, c'est un décret qui devrait fixer cela. Alors que la loi... Et ils s'attendaient à un décret. Or qu'en réalité, c'est à eux qui revenait justement, de définir, de prendre une loi pour définir, pour déterminer la liste civile, c'est-à-dire que le salaire et les avancements... Donc, il y a une sorte de... Monsieur Arimi, quand la loi dit qu'il faut consulter la Constitution, n'est-ce pas, l'article 48 qu'il cite, et que, bon, les parlementaires viennent poser une question, quand on parle de Constitution et qu'à un moment donné, on règle les choses par décret et autres, ça veut dire que, bon, il y a mal donne quelque part. Non, vous savez, on ne peut pas mettre des montants dans une loi. On fixe le cadre. Quand on dit que le député a droit, comment on l'appelle, à un véhicule, à un garde du corps, peut-être à un logement, à une prime vestimentaire, et tout ça, au carburant. La loi a prévu ça. Mais quand on veut déterminer les montants, ça c'est à l'exécutif. On ne peut pas dire, on ne peut pas inscrire comme dans le MAB que un député au Bénin c'est 2 millions. C'est tel montant. Et pour changer demain, il faut aller et puis avoir une crise. Donc en clair, la loi fixe le cadre juridique, et il y aura maintenant le décret d'application, peut-être le décret d'application. Tout à fait, qui fixe maintenant les montants. Et on a dit, parce qu'on ne sait pas, puisque c'est l'exécutif qui peut en termes numéraires définir avec précision les minima qu'on peut respecter. Et c'est pour ça qu'on a dit, on ne fixe pas de montant, mais quel que soit le cas de figure, il faudrait qu'on aligne tout le monde sur ce que le gouvernement... Sur ce que l'exécutif aurait attribué. Oui, donc sinon le cadre est là. Mais le gros problème, on n'avait pas eu de problème jusqu'en 2016. Il n'y avait pas eu de problème, parce qu'on connaissait le salaire du président de la République, on connaissait... Sous ce gros, on a publié les salaires des ministres dans le journal de la Nation. Et ça, c'est un montant. Je crois que c'était dans l'ordre de 300 000 ou quelque chose comme ça. En son temps. Oui, jusqu'au moment où Kérékou partait, il a ramené ça à 600 et quelques mille.
Et c'est en 2006 que Yaya a amené ça à 1,7 million. Déjà, on a trouvé que partir de 600 000 à 1,7 million, c'était un problème. Oui. Et ça, c'était pour le député lambda. Mais tout le monde ne recevait pas. Oui. À la fin du mois, ce salaire-là, il y a les primes qui viennent après les missions et puis les primes spécifiques. Parce que chaque institution pouvait... Vous prenez par exemple l'Assemblée nationale. À un moment donné, le débat est venu, on a dit que chaque député, pour améliorer ses prestations, il faut lui trouver un cabinet. Il faudrait qu'il y ait un assistant en économie, un autre en droit, un autre en ceci, et qu'il faut lui donner une cagnotte pour construire son cabinet. Je crois que jusqu'en 2019, c'était dans l'ordre de 400, 500 000. Aujourd'hui, c'est à 1,5 million. D'accord. Et le député ne rend pas compte de ce montant-là. Et ça s'ajoute à son salaire. Et donc, ça, c'est des primes spécifiques d'une institution à une autre. On ne peut pas fixer ces trucs-là dans une loi. Parce que ça peut changer à tout moment. Ça peut être modifié à tout moment. Mais depuis 2017, pour les ministres, personne ne sait comment ça se passe. D'accord. Alors, je vais vous faire commenter, je dirais, ce détail-là, puisque le député Ouassangari du parti Les Démocrates qui a adressé la question orale au gouvernement avec débat, je dirais, pour montrer l'exemple, en quelque sorte, a lui-même affiché, en tout cas partagé sa fiche de paye avec la complicité de la régie. On va voir le même temps, si on lit bien, n'est-ce pas, on lit 4 794 200, pardon, 4 794 722 000 francs CFA. Et puis donc, tout cela prend en compte, je dirais, les questions de cabinet du député, à savoir l'assistant et le secrétaire, la dotation en carburant, le logement, la réparation donc de véhicules, la carburation, comme je l'ai dit, les questions de téléphonie, de l'eau et tout ce qui va avec. Donc, la seule, les à côté qu'il y a, ce sont bien entendu les frais de mission. Donc, tout cela est résumé et payé en un seul mois par en un seul mois donc aux députés. Quelle lecture vous en faites, je dirais, non seulement de ce montant, mais des questions de transparence, s'il faut appeler les choses ainsi? Oui, je voudrais répéter que les indemnités que les députés doivent percevoir, c'est la loi qui les a fixées. Parce que c'est ce que la Constitution a dit. D'accord. Si les gens ont fixé cela par décret, c'est qu'il y a un problème qui se pose. D'accord. Parce que le décret... Mais est-ce que ça sous-entendait tout de même de votre lecture de juriste que la loi va fixer, je dirais, le cadre juridique et le décret d'application viendra, c'est-à-dire que la loi fixe un peu le cadre, mais le décret viendra fixer le montant? Non, si par exemple, cette hypothèse est possible, c'est à ça que le grand frère faisait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi peut prévoir, d'accord, que c'est dans cette fourchette, c'est peut-être entre 2 et 7 millions, d'accord, et la loi même, en son sein, prévoit une disposition, et la disposition demande au chef de l'État de prendre un décret pour... D'accord, un décret d'application pour fixer le montant pour aller... Qui doit rester dans cette fourchette. Et ça doit être une autorisation que la loi, d'accord, a accordée au président de la République. D'accord. Si ce n'est pas le cas, à l'intérieur de la loi, ça ne va pas être possible. D'accord. C'est vrai. Maintenant, ce que je voudrais dire que... D'accord. Est-ce qu'en l'État, par rapport à la Constitution actuelle en République du Bénin, les choses devraient être faites telles que ça se fait là? Mais je vous ai fait observer quelque chose, que les députés qui sont auteurs de la question, ces députés eux-mêmes, ont demandé le décret qui précise le salaire, les privilèges et les indemnités du président de la République. Et je disais tantôt que ce n'est pas... Non, le décret peut exister. Si le décret existe, il est question là d'une anomalie. D'accord. Et c'est ce que je suis en train de faire observer. C'est-à-dire, pour vous, ce problème n'est pas un problème à régler. Ce n'est pas décret, mais c'est une simple question de logique. Le président de la République, il faut l'entrevoir comme un employé de l'État. Mais il n'appartient pas à l'employé lui-même de fixer son propre salaire. C'est ça. C'est à l'employeur, c'est-à-dire le peuple représenté par le Parlement, de définir son salaire. C'est ça. Voilà l'esprit dans lequel la Constitution a demandé à ce que ce soit une loi qui fixe la liste civile du président de la République et du vice-président de la République. Maintenant,
Moi, je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu accès à une loi au Bénin ici qui a précisé quand même, comment on appelle, la liste civile du président de la République. Si cette loi existe, les gens peuvent mettre ça sur la place publique. Mais moi, j'ai fait la recherche et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu quand même avoir une telle loi sous la main. Maintenant, c'est que si jamais, d'accord, les parlementaires, puis c'est la Constitution elle-même qui a encore précisé que c'est une loi qui va définir les indemnités des parlementaires. Maintenant, si les députés ont pris cette loi qui les concerne, eux, ils ont pris une loi qui concerne les anciens chefs d'État, mais par rapport au président en exercice, je pense qu'une difficulté, un vide se trouve à ce niveau-là. Maintenant, un peu comme vous l'avez dit, ils ont morcelé la loi en deux, s'occuper de la pension des anciens présidents, et le président en exercice, on n'a pas encore rempli cela. Maintenant, si par exemple, l'abstention, d'accord, cette abstention du Parlement, a amené l'exécutif à s'octroyer un salaire, cela est contraire à la Constitution. Le décret peut exister, on va dire que le président de la République est à tel montant. Si c'est le président lui-même qui s'octroie un salaire, alors que la loi ne lui a pas demandé de choisir à l'intérieur d'une fourchette, je pense que cela est contraire à la Constitution. Et c'est voilà ce pourquoi, lorsque la Cour constitutionnelle a demandé au président de la République de donner le montant de son salaire. Mais il n'a pas de salaire. Parce que c'est la loi qui doit fixer le salaire. Mais pour ce qui est des ministres, je pense fondamentalement qu'il y a un problème. Parce que c'est le président de la République qui définit le salaire des ministres à travers un décret. Là, il devrait pouvoir quand même fournir à la Cour constitutionnelle ces renseignements-là. Maintenant, c'est vrai, quand on regarde un peu l'esprit de notre Constitution, les articles 58 et 59 de la Constitution, on constate que le Bénin, en ce qui concerne la justice, a fait le choix de ce qu'on appelle la dualité institutionnelle. Ça voudra dire quoi? D'une part, nous avons les juridictions qui sont chargées de dire le droit, ils rendent leur verdict, mais l'exécution des décisions de justice revient à qui dans le pays? Ça revient au président de la République. Et lorsque le président de la République, pour des raisons politiques, n'a pas intérêt, parce que ça peut être pour des raisons politiques, n'a pas intérêt à aller à mettre en exécution une décision de justice. Il peut faire mes basses, je dis que ce n'est pas anormal, mais la solution est peut-être trouvée à travers cette question-là. Parce que cette question qui a été adressée au président de la République pour connaître le salaire des ministres et des présidents des institutions, je pense que le président est obligé et les ministres sont obligés parce que la Constitution a dit que chaque fois que le Parlement adresse une question au président de la République, aux membres de son gouvernement, ils ont un délai pour répondre. Et s'ils ne répondent pas sur ce délai, il y a un mécanisme qui est prévu. Alors à quoi on peut s'attendre, je dirais, après cette question orale, puisque la loi, comme le souligne Gracien Makoko, n'est-ce pas, fait impératif donc, pour ne pas dire obligation au gouvernement de répondre dans un délai donné. Il faut d'abord préciser qu'au Bénin, la notion de salaire politique a été rejeté par la Cour constitutionnelle. Dès le départ, c'était la question de formulation. Il n'y a pas de salaire politique. D'accord. Parce que vous pouvez être fonctionnaire. Mais dans un cas comme dans l'autre, quelle que soit la terminologie utilisée, on sait là où on s'en va. On parle bien entendu de ce qui revient comme salaire à la fin. Et renoncer à votre salaire au niveau de l'Assemblée, à vos indemnités, parce que vous êtes un fonctionnaire. Et puis, si vous avez par exemple des primes vestimentaires dans votre fonction et qui sont supérieures à ce que l'Assemblée vous donne, vous pouvez renoncer à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit qu'il n'y a pas de salaire. Mais lié par rapport à ce que vous faites, on vous accorde des indemnités. Quand vous prenez le libellé des lois, c'est loi portant avantage et indemnité. Il n'y a pas de loi portant salaire politique au Bénin. Et on se comprend sur la question de terminologie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il revient désormais puisque c'est le gouvernement qui élabore le budget, de fixer les montants par rapport. Donc on ne verra pas dans une loi au Bénin des montants. C'est pas possible. Mais on peut dire, vous avez droit à ci, vous avez droit à ça. Maintenant, dans l'application, dans les décrets d'application, on va fixer maintenant les montants. C'est ce qu'il y a. Et en dehors de ça, chaque institution, je vous ai déjà dit, fixe des primes spécifiques liées à vos fonctions. C'est ça qui fait peut-être les quelques disparités. Maintenant, pour le sort réservé à la question de l'honneur. Puisque la loi fait obligation, la Constitution fait obligation, je dirais, au gouvernement de répondre. Non, mais je dois me répéter alors. La Cour constitutionnelle, en 2018, adresse un courrier au chef de l'État et au ministre de lui envoyer les fiches de paye des ministres. On était en 2018 en son temps. En 2018. C'est la même République. Maintenant, nous sommes en 2025. Les choses ont certainement évolué. Non, mais je ne sais pas ce qui a évolué en temps. Dites-moi ce qui a évolué. Et le gouvernement n'a pas tempéré. Et je crois que c'est le directeur adjoint du Trésor, quelque chose comme ça, qui a envoyé 2 décrets. Le décret
2006 qu'il y avait pris et le décret 2017 qui fixait les montants. Parce que justement, en 2017, il y a eu un problème. Parce qu'on a vu qu'on a accordé de nouveaux salaires au directeur de cabinet et au secrétaire général des ministères. Et on a vu 2,3 millions, ce qui est supérieur au salaire fixé pour le ministre. Et c'est ça qui a attiré les attentions. Alors, on ne savait pas que déjà, on a déjà contractualisé les salaires des ministres. Et chaque ministre, selon ce que vous apportez, dès qu'on veut vous nommer, on vous demande d'apporter vos fiches de pêche, vos fiches de paie antérieures, ou tout ce qui peut faire valoriser votre salaire. Et c'est sur cette base-là qu'on fixe un montant. Et c'est ça qui fait les disparités aujourd'hui au niveau des ministres. Là, on en sait même derrière, puisque jamais les fiches de paie n'ont été publiées. Non, été publiées. D'accord. Gracien Makoko Yak, aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, n'est-ce pas, qui était dans les locaux de nos collègues du quotidien Fraternité, a répondu un peu à cette question. C'est vrai qu'il n'a pas fait grand commentaire, mais il a tout de même rassuré que le débat se fera au moment opportun. Peut-être il fait allusion à cette disposition de la Constitution qui oblige donc le gouvernement à répondre à ces questions orales et débats adressés par les députés. Oui, l'article 116 de la Constitution était clair. Lorsque le Parlement, la représentation nationale, pose des questions du genre au gouvernement et qui refuse de répondre sous un délai déterminé par la Constitution, ça s'appelle outrage à l'Assemblée nationale. Et les sanctions, les explications juridiques de l'outrage sont connues. La Commission allait jusqu'à parler... Il y a des questions qui sont là depuis des années. Hein. Non, les questions ne sont même pas appelées. C'est vrai. En réalité... Ils ne sont même pas programmés avant même qu'on nous parle de réponse. Oui, c'est vrai. La désuétude de la loi n'implique pas son inexistence. Ce n'est pas parce que les gens ont pour coutume de ne pas respecter la loi que nous n'allons pas rappeler que cette loi-là existe. Mais quand le gouvernement refuse de répondre à la Cour constitutionnelle, ça aussi c'est prohibé par la loi? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Depuis 2018. Et j'ai commencé par mentionner qu'il s'agit d'une anomalie. Ce n'est pas régulier. Je ne maîtrise réellement pas les motifs du gouvernement, mais je pense que ne pas répondre à la Cour constitutionnelle, c'est anormal. D'accord. Et j'ai rappelé la logique dans laquelle nous nous sommes inscrits en matière de justice au Bénin pour dire que la dualité institutionnelle fait que l'exécution des décisions de justice, y compris des décisions de la Cour constitutionnelle, dépend du gouvernement. Mais si le gouvernement décide de ne pas exécuter une décision, quel est le sort? Comment on va quand même réprimer le gouvernement? Quels sont les mécanismes pour empêcher le gouvernement? Ce sont des questions sur lesquelles nous allons réfléchir. De toutes les manières, par rapport au principe, c'est que ne pas répondre à la Cour constitutionnelle n'est pas quelque chose à promouvoir. Ça fait un premier point. Non, à l'instant, la Cour n'a même pas rendu de décision. Elle a dit qu'elle ne peut pas statuer. Tout à fait. Elle n'a pas eu, c'est-à-dire la Cour n'a pas eu la réponse attendue pour pouvoir faire nous sommes d'accord. Elle n'a pas statué du tout. Pour pouvoir faire le commentaire qu'il faut et statuer. D'accord. Bien, vous avez mentionné quand même l'intervention du porte-parole du gouvernement. Si le porte-parole du gouvernement parle, c'est à supposer que c'est le gouvernement qui a parlé. Donc, on va espérer que ceux qui ont été interpellés puissent répondre à l'Assemblée nationale, répondre à toutes ces questions qui ont été posées. Mais je pense que comparativement aux mesures d'investigation de la Cour constitutionnelle, les questions adressées aux députés, adressées au président de la République, au membres du gouvernement, par les parlementaires, je pense que la loi ou la Constitution a désormais véritablement encadré cela, plus que les réponses aux mesures d'instruction de la Cour. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Donc, on va espérer quand même que le président de la République ou les ministres qui sont concernés puissent favorablement répondre à cela, parce que, au-delà de tout, cela participe à la transparence dans la gestion des finances publiques. Alors, ça serait ma dernière question avec vous, Arimi Chobade. Comment on peut interpréter, je dirais, cette question du député Ouassangari de l'opposition? C'est une recherche de transparence, et également une façon de remettre les choses à leur place. C'est aussi accompagner les acteurs qui le font déjà dans la lutte contre la corruption. Comment on interprète ça selon vous? Non, c'est la loi qui permet aux députés de poser toutes sortes de questions au gouvernement. C'est quand même embêtant pour un député de ne pas connaître le salaire des membres du gouvernement. Et puis, oui, c'est vrai, la Cour constitutionnelle a tenté de savoir et on l'a envoyé paître. Ça, c'est le mot qu'il faut employer. Et bon, donc le député, et puis lui, il est dans le débat d'opinion. Dans quelques mois, on ira devant les électeurs et ils vont trancher et ça va être sur la base de ces genres de questions. Mais pour me résumer, parce que quand le président était arrivé au pouvoir, il avait fait annuler
comment on appelle des primes qui avaient été accordées aux fonctionnaires. Donc, et on a dit, serrons les ceintures. Oui. Et brutalement, on voit que quelques mois après, ça repart de plus belle. Et les salaires, à ce moment-là, ont été démultipliés. On a vu que ce qu'on a accordé au directeur cabinet. Est-ce que peut-être avec ça aussi, on ne cherche pas, n'est-ce pas, à éviter la tentation avec ces acteurs peut-être qui ont l'argent et autres. Le président Talon avait expliqué ça au syndicalisme, qu'il a constaté que malgré l'existence de ces salaires-là, entre griffes, qu'il y avait des manipulations sur les tickets valeurs, le carburant, les munitions et tout ça, et que désormais, les gens n'ont plus droit à rien, même pas au ticket valeur, enfin, au carburant, et que tout va être contenu désormais dans ce qu'ils prennent à la fin du mois. D'accord. Mais après, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a tellement de ténèbres autour que finalement, ça a provoqué la question. On va suivre l'actualité, n'est-ce pas? Peut-être au moment où le gouvernement va se présenter au Parlement pour apporter les réponses qu'il faut, on va se retrouver, n'est-ce pas, pour poursuivre le débat. Gracia Makoko, merci beaucoup. Le temps est vite passé. Arémi Choubadé, merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 10h. Ce serait dans le miroir de la société. Le sujet du jour, c'est bien entendu l'histoire d'une femme qui découvre, n'est-ce pas, 7 ans après son mariage, que son mari avait déjà un enfant de 13 ans avec sa propre sœur. C'est-à-dire que le mari a eu un enfant avec sa propre sœur à lui. Il s'agit donc de l'inceste. Un sujet que nous mettons en débat demain à 10h dans le miroir de la société. Nous sommes en direct. Portez-vous bien.